Donc, un dos de plus sur les trans, ben non. C'est un dos qui s'impose, je pense, après tout ce que j'ai lu récemment sur le net. Et en ce qui concerne la THS et la façon dont on la supporte ou pas et les effets secondaires de celle-ci. Donc, ben voilà, j'ai décidé de faire un petit dos pour mettre les choses, disons, au clair. Et puis, bon, bah, comme toujours, quand je dis mettre les choses au clair, c'est pas donner des leçons parce que c'est pas mon but, mais c'est plutôt faire partager mon expérience perso. Et donc, à partir de là, et à partir de ce que j'ai pu entendre, comparer, et peut-être vous donner des infos. Donc, pour celles qui savent, la THS, ben, c'est la thérapie donc, hormonale qui permet de faire la transition. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc, il s'agit de la thérapie par hormones sexuelles ou thérapie hormonale de substitution. Bon, on a le choix là-dessus. Bon, ben, j'opterais plutôt pour la première solution. Et donc, ça permet de transformer son corps et de se sentir mieux moralement. Donc, il y a deux aspects. Hein. Il y a deux actions de la THS. Il y a une action sur le physique et il y a une action aussi sur le moral, sur l'aspect psychologique. Et pourquoi je vais y venir? Alors, en ce qui concerne, je vais commencer par les molécules. donc, on va dire l'aspect purement moléculaire de la chose. Donc, dans une THS, dans un moment donc, où on vous donne accès à une THS, la THS, elle se compose de deux éléments, et pas toujours, mais enfin généralement. Donc le premier, ce sont des hormones féminines, c'est dans le cas bien sûr d'une transition MTF. Hein. Donc ce sont des hormones féminines, l'estradiol, indispensable, hein, c'est vraiment le pilier. Et ensuite, on adjoint à cette molécule, ou au début, ça dépend des cas, de l'androcure. L'androcure, c'est une molécule qui va contrecarrer les effets de la testostérone et bloquer celle-ci. Donc, ça veut dire, c'est pas rien, ça veut dire donc supprimer complètement la testostérone. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement, même si c'est pas plaisant comme notion, une castration chimique, entre guillemets. Et alors il est évident qu'on ne l'ordonne pour des hommes que dans certains cas très particuliers. Donc, néanmoins, c'est un médicament qui est aussi ordonné pour des femmes qui ont des problèmes d'équilibre hormonal et qui est finalement assez courant. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Alors, l'estradiol, ben, c'est très simple, hein, il y a des effets qui sont connus. Donc, le premier effet, c'est de féminiser. Ensuite, il y a des effets secondaires, comme non, et donc il faut faire assez attention à ce qui concerne la tension, le cœur. Il faut régulièrement surveiller sa tension, parce que c'est un médicament qui joue sur le cœur, et donc il faut faire attention à ça. En second lieu, mais bon, c'est pas trop méchant, on s'habitue généralement d'augmenter les doses progressivement. En revanche, en ce qui concerne Androcure, c'est une molécule qui est, disons, à manier avec beaucoup plus de délicatesse. Pour une raison très simple, c'est que Androcure tape sur le foie et tape aussi sur le cœur, bon c'est comme ça. Donc il vaut mieux avoir une hygiène de vie assez correcte, ce qu'on n'a pas toujours. Hein. Moi la première, je le reconnais, ça peut arriver de déraper. Hein. Cela dit, il est préférable d'avoir une bonne hygiène de vie, d'arrêter de fumer généralement, et de ne pas trop faire d'excès, que ce soit sur l'alcool ou les substances psychotropes de façon générale. De toute façon, c'est pas très bon. Donc voilà. La deuxième chose, c'est qu'Androcure a des effets négatifs aussi. Du moins, il peut avoir des effets négatifs sur le moral pour une question très simple. Hein. Je vais essayer de résumer, de ne pas trop faire long. Je sais, généralement, je fais assez long. Là, je vais essayer d'être brève dans mon discours. Ben, c'est très simple, il y a deux choses qu'il faut bien voir. C'est que tout le monde a des hormones mâles et femelles, c'est comme ça. C'est le propre du genre humain, donc on a et d'autres certainement. Donc c'est comme ça, on a de la testostérone et des estrogènes en quantité variable suivant les individus et bien sûr dans des proportions différentes suivant que l'on est un homme ou une femme. Donc
La testostérone, en quoi c'est indispensable? Parce que c'est indispensable. Eh c'est indispensable au bon équilibre du corps et du métabolisme et à la vie en général. Pourquoi? Parce que c'est une hormone qui vous dope, c'est un dopant, c'est un stimulant. C'est un stimulant non seulement du moral, mais aussi physiquement, n'est-ce pas? C'est bon pour le cœur, c'est bon pour le tonus cardiaque, c'est bon pour le tonus musculaire. Et ensuite, ça donne, c'est un aphrodisiaque, donc c'est une hormone qui joue sur le désir, et c'est une hormone aussi qui va jouer sur l'envie de se lancer des défis et de les relever, et d'arriver à un but. Bon voilà, donc c'est sympathique hein, finalement, dans certaines doses évidemment. Et donc, les femmes en ont besoin, les hommes aussi, dans des proportions évidemment différentes. Alors, ce qui se passe, c'est que chez les femmes, quand il y a un surplus de testostérone, c'est très mal ressenti, avec évidemment des effets secondaires hein, sur le physique. Donc, on limite cette testostérone. Chez les hommes, bon, ben là, il n'y a pas de limite, en principe. Hein, il y a un taux qui peut être très élevé. Bon voilà, hein, donc c'est aussi, il faut le voir, hein, une hormone qui rend agressif, c'est normal, qui procure une certaine agressivité, une certaine tension. On la ressent aussi dans les articulations, donc ça bloque un peu la souplesse, bon c'est comme ça. Ça peut énerver aussi, ça peut taper sur les nerfs. Bon voilà. Donc forcément, quand on supprime cette hormone, quand on l'écrase, voilà, on fait descendre son taux dans le sang, dans l'organisme, il peut s'en suivre une phase où on se sent très fatigué, abattu c'est le mot vraiment, avec des baisses de tonus vraiment importantes, hein, des coups de barre hein, terribles, et en même temps une baisse de morale, on va dire. Alors on a l'impression qu'on a des moments de dépression, des dépressions passagères. C'est vrai, mais ce qu'il faut voir, je pense, c'est surtout que l'androcure joue un peu comme une loupe sur tous les autres problèmes qu'on peut avoir. Si déjà moralement on a et c'est pas rare hein, dans une transition, c'est normal, si déjà moralement on a d'autres problèmes, d'autres soucis, Androcure il va agir un peu comme une loupe et ces soucis il va les grossir. Donc on a l'impression qu'on est beaucoup plus dépressive alors qu'en réalité, voilà, c'est le fait que la suppression de l'hormone fait son effet et que donc forcément on se retrouve plus à même de mal supporter certains chocs ou certaines situations. On a le sentiment que devant une complication, devant une difficulté, on ne va pas être en mesure de relever la difficulté, de relever le défi et de surmonter la difficulté. Alors que bon, dans la réalité, ça s'avère faux, c'est tenté qu'on ait le courage de faire un peu l'effort, de bien comprendre tout ça et de se dire, bon ben il faut peut-être mettre le paquet un peu plus que d'habitude pour se donner du courage parce que effectivement on est sous traitement. Mais il faut le savoir, c'est vrai que quand on ne le sait pas, ça peut être assez désagréable et surprenant. Bon, alors après il y a des effets secondaires, on va dire, qu'on peut remarquer de manière beaucoup plus tangible, sensible, qui sont par exemple les coups de froid. Hein. Alors on se réveille dans la nuit au mois de juin ou au mois de mai et on gèle, hein, on claque des dents, on grelotte hein, sous les couvertures. Et ça passe, hein. Généralement ça dure un moment, c'est incroyable. Et puis ça passe, bon. Voilà, il faut avoir la patience d'attendre que ça passe, hein, ou se couvrir, ou rechercher la chaleur. Et puis bon, tout redevient normal. Au bout d'un moment, de la même façon qu'il y a les bouffées de chaleur aussi. Et ça vient avec l'ostradiol, hein, de toute façon. Il n'y a pas besoin de l'androcure pour ça. Donc avoir l'impression, la sensation, tout d'un coup on se promène dans la rue, c'est aussi bien en hiver qu'en été. Hein. Et pour prendre un bon exemple, imaginons au mois de novembre, et tout d'un coup on a l'impression qu'on est devenu une cocotte minute, bourré un bloc de vapeur, qu'on surchauffe, et c'est normal, là aussi, encore une fois, voilà, hein, bah oui, donc ça passe, les bouffées de chaleur, ça arrive, ça passe.
Ça dure pas longtemps, de toute façon, c'est pas insurmontable, hein, voilà, c'est tout, c'est vraiment pas la panique hein, à bord, quand ça survient. Ça, ce sont les deux effets indésirables, on va dire, de ces médicaments. C'est quand même pas des médicaments anodins. Et là aussi, hein, quand on commence une transition, il peut arriver des tas de trucs. Moi, je me souviens, parce qu'on attend beaucoup de ces traitements, et moi, j'ai le souvenir que quand j'ai fréquenté un peu en début de transition, j'ai fréquenté le milieu de la nuit, j'ai fait des soirées, disons, voilà, des soirées sympas d'ailleurs, hein, un peu transgenres, fétiches, transgenres, etc., dans lesquelles il y avait beaucoup de trans, tout le monde était bien accepté, donc transgenres, etc. Donc fatalement, dans ces soirées, on croise des gens qui s'intéressent hein, à la question, et donc des translovers charmants, n'est-ce pas, qui se font un plaisir de vous dire, bah alors, hein, ma petite fille, tu t'es perdue dans la forêt, ta maman t'a abandonné, qu'est-ce qui t'arrive, explique-moi tout. Et quand on parle un peu avec eux, bah, tout de suite, ils se font un plaisir de vous proposer des hormones et de vous proposer des tas de produits comme ça, par un marché parallèle. Hein. Et puis bien sûr, le discours est toujours le même. Ah, mais il n'y a pas besoin de médecin pour faire ta transition, c'est des conneries, tout ça, fais-moi confiance, moi je peux t'avoir ce que tu veux. Il est évident que moi j'ai eu la sagesse de refuser, et je vous conseille d'en faire autant. Je pense pas que ce soit comme ça qu'il faut faire, à mon avis. Et d'autre part, s'il y a un point sur lequel je suis d'accord avec certaines d'entre vous, c'est que de toute façon, une bonne transition, une transition bien faite, c'est une transition qui se fait tranquillement. Voilà, qui va piano va sano. Donc, il faut prendre son temps, il faut avoir de la patience, il faut prendre le temps de bien creuser la question. Il faut bien prendre le temps de peser le pour, le contre. Il faut bien prendre le temps de se comprendre, de savoir jusqu'où on veut aller. C'est pas évident. Et là aussi, il ne faut pas hésiter tout le temps à remettre en question sa conviction, à remettre en question ce qu'on pense. Hein. C'est très facile de croire dans des conneries et de les affirmer et de dire que ce sont des vérités, de foncer tête baissée pour après faire des conneries. C'est beaucoup plus difficile de se remettre en question, de douter et de prendre le temps de douter de soi avant de prendre une décision, sans non plus être tout le temps dans le doute, parce que ça rend cinglé aussi. Je suis bien d'accord, mais quand même, il faut prendre le temps. Donc voilà, ce ne sont pas des médicaments anodins, c'est quand même pas des choses qu'on trouve en parapharmacie ou en supermarché. Et pour cause, parce qu'il y a quand même danger, et réel danger, si on fait n'importe quoi. Si on fait n'importe quoi avec les THS, on peut vraiment mettre sa vie en danger. Il faut le savoir. Donc, voilà. Alors, il y a un truc que je voudrais dire. Après, il y a la magie scientifique. C'est une notion dont il faut se prévenir. Hein, donc, ça existe. Hein, alors, il y en a qui se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Voilà, moi j'ai entendu des discours quand j'étais en début de transition, absolument délirants, de la part de certaines personnes hein, sur les forums, au téléphone, enfin bon bref, on communiquait sur ces questions. Concernant par exemple la testostérone, je vous en livre quelques-unes parce que c'est fabuleux, moi je trouve c'est fabuleux. Alors la magie c'est un truc qui a toujours existé, la magie ça fait partie de l'histoire de l'humanité, hein, c'est même à l'origine de beaucoup de choses. Donc voilà, la magie c'est une chose dont on s'est beaucoup servi dans les temps anciens. Et alors les nombres, l'alphabet, les chiffres, tout ça, ça vient de là. Hein. On a commencé au départ par s'en servir, les utiliser dans un sens, dans l'idée de faire de la magie. Hein. Il y avait la divination, il y avait beaucoup de choses comme ça allait ensemble. Hein, Et donc, c'est resté quand même aujourd'hui très présent dans notre culture, qu'on le veuille ou non. Dans beaucoup de rituels, dans beaucoup de choses, de cérémonies, de cérémoniales, voilà. Il y a la magie, hein, présente, bien présente d'ailleurs, et même chez les scientifiques, même s'ils s'en défendent, hein, et avec raison, voilà. Alors, il y a des gens qui sont portés à croire en la magie. Ben, les enfants, bien sûr, adorent la magie, c'est ce qui est tout à fait compréhensible, hein, on a tous passé par là. On a tous rêvé d'être la fée d'un matin, bon voilà.
Donc voilà, la magie chez les enfants c'est fabuleux, ça marche bien. Mais alors malheureusement il y en a chez des adultes, ça marche bien aussi. Et voilà ce que j'ai pu entendre. Alors c'est un raisonnement magique, mais qui se targue d'être scientifique. Alors là c'est très dangereux, c'est-à-dire que c'est un raisonnement qui ne repose sur rien d'autre que la pensée magique, mais qui se justifie en disant mais voilà ce que je te dis c'est scientifique. Ça a été prouvé. Prouvé par qui on ne sait pas, on ne saura jamais, mais bon. Comme par exemple, quand on dit, et alors moi je trouve bon, c'est assez grave de dire ça à une personne en transition, surtout au début de sa transition, quand on est le plus fragile, hein, on est vraiment en grande fragilité. Voilà, de dire, par exemple, la testostérone, si tu fais des activités masculines, si tu as des activités masculines, hein, ça va, soit un sport, soit des choses, bon voilà, masculines, son taux augmente dans le sang. Bon, c'est formidable. Donc, alors d'abord, je vous laisse juger de ce que sont des activités masculines par rapport à des activités féminines. Alors là, on a toute la nuit et tout le jour d'après devant nous. C'est-à-dire que, est-ce que le rugby c'est masculin? Alors, a priori, on va dire oui, il y a des tas de clubs de rugby women, donc perdu. Même conduire un poids lourd aujourd'hui, c'est plus masculin. Ou un engin de chantier. Et donc voilà, faut revenir sur Terre. Hein, et même l'armée de Terre, justement, est plus composée uniquement d'hommes. Mais bon, dans ce raisonnement magique scientifique, on va dire, il n'est pas question de faire des activités masculines, parce que sinon on fait monter le taux de testostérone. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, toutes les championnes de judo ou de sport du genre ont toute une barbe. Hein, c'est bien connu. C'est aberrant de dire des trucs comme ça. Et alors la deuxième chose qui est aussi une aberration, de la part des mêmes, qui se reconnaîtront ou pas d'ailleurs, je m'en fiche, c'est il ne faut pas avoir non plus d'activité sexuelle, hein, de plaisir, parce que le plaisir fait forcément produire de la testostérone. Hein. Quand tu as du plaisir, bah oui, pour remplacer je ne sais pas quoi, mais bon, pour remplacer, tu produis de la testostérone, donc c'est formidable. Alors là aussi, eh bien, je ne peux que vous conseiller la continence, comme on dit à Rome, hein, l'abstinence, l'absence de rapport. Hein, alors surtout pas d'orgasme, je sais c'est difficile, mais bon, voilà, hein, débrouillez-vous. Donc vous voyez, c'est vraiment une joie avec des raisonnements comme ça de faire une transition. Alors cela dit, on peut pas en vouloir trop aux personnes qui sortent des balivernes de ce type, pseudo-scientifiques. Bon, parce que c'est certainement dû aussi à des problèmes personnels par rapport à un travail qui est très masculin, qui n'a rien de féminin peut-être, hein, bon, par exemple, qui les ramène donc à un truc qui les fait chier. Et donc voilà, elles ont développé ces raisonnements magico-scientifiques. dont à mon avis il faut se défendre. Et voilà. Alors il y a la deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est le complexe de Blanche-Neige et de la Belle au bois dormant, voilà, ou les deux, comme on veut au choix, qui consiste alors aussi quand on est en transition, parce que c'est quand même assez difficile, c'est une alchimie très particulière la transition. C'est quand même un tour de force dans la mesure où il faut à la fois se projeter dans l'avenir, donc on se projette dans l'avenir, dans une aile qu'on s'est imaginé, qu'on veut devenir et qu'on va devenir. Et en même temps, on n'arrête pas de scruter son passé, moi je sais ce que c'est, on n'arrête pas de réfléchir, de scruter son passé, pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui s'est produit en nous, pour comprendre quand c'est arrivé, comment ça s'est passé, comment on l'a vécu, pourquoi on ne l'a pas vu, pourquoi on n'a pas voulu le voir. C'est terrible. Et ça devient de la vie d'avant, de la vie donc du il. Et ça, alors arriver à faire les deux, jongler de l'un à l'autre en permanence, ça épuise. Ça épuise, ça vide les batteries, moralement, psychiquement. Et ça dure très longtemps, ça dure assez longtemps cette phase. Donc c'est normal qu'on éprouve là aussi une certaine lassitude. Alors en plus avec les traitements, ça ne fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que faire loupe, qu'augmenter cette sensation, ce sentiment de lassitude, hein, et d'épuisement. Donc forcément, ce qui arrive, il ne faut pas trop tirer sur la corde, parce que sinon c'est le pétage de câble. Et voilà.
Et donc, il y a quand même, alors c'est formidable, ce sentiment de Blanche-Neige, comme je disais, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y en a qui d'un coup se découvrent une vocation de Blanche-Neige, avec une amnésie totale de ce qu'elles ont pu faire par le passé. Alors en même temps, il y a comme une espèce de censure sur ce qu'elles ont été. C'est-à-dire qu'il y a un refus de ce qu'elles ont été pour devenir ce qu'elles veulent être. Et toutes les bêtises qu'elles ont faites avec d'affreux zozos qui étaient leurs copains, à l'époque, ça existait, et bien c'est fini, elles les effacent, mais jamais, jamais de la vie, elles n'ont été à tel endroit, à telle date, avec un tel, et tel. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas pu les filmer en caméra cachée. À ces époques-là, évidemment, on avait autre chose à faire, parce que sinon, on leur dirait, ben voilà, on a des preuves. Ça aimait très très mal, certainement. Et moi-même, hein, j'ai eu ce complexe de Blanche-Neige un petit peu. Et alors pourquoi on réagit comme ça? C'est peut-être pour nous donner plus de courage, pour en finir avec la partie de nous-mêmes qu'on veut oublier. Mais de toute façon, je pense que pour avoir un bon équilibre dans cette affaire, il y a un moment où il faut accepter aussi l'ancien pour faire le nouveau. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des choses qu'on a pu vivre et qui n'étaient pas forcément négatives dans notre vie d'avant et qui pouvaient même être très bien et que de toute façon, on n'a pas changé la personne. Elle change oui, de physique, elle change, elle se développe, elle s'épanouit dans un genre différent qui est le sien, qui est le vrai, mais pour autant la personne reste la même. Donc il y a quand même aussi des choses qu'on peut garder, et il y a quand même aussi des choses qui, si on sait les positiver, peuvent devenir un ferment pour justement alimenter le futur. Hein? Moi, c'est mon point de vue. Et c'est pas facile. Alors là, il faut vraiment bien se comprendre, bien analyser les choses et pas tomber dans les clichés. Et surtout pas, je pense, dans le complexe de Blanche-Neige. Pas tomber là-dedans parce que ça peut être néfaste pour la suite des événements. Ça peut être néfaste pour... Alors j'y viens, parce qu'il y en a qui disent, mais alors, voilà, depuis j'ai fait la transition, ça marche plus, j'ai plus de désir, libido est en panne, je sais pas ce qui m'arrive, c'est les médicaments, etc. Et donc je vais y venir. Et avant, je vais faire un petit détour très intellectuel, excusez-moi, je vous prie de m'en excuser, c'est mieux dit comme ça. Je vais évoquer une œuvre que je trouve extraordinaire d'Oscar Wilde, qui est un dandy irlandais. Donc, brièvement, Oscar Wilde est un écrivain du 19e siècle, d'origine irlandaise. Donc, sa maman était poétesse, et son papa chirurgien, ophtalmo, très connu, très réputé, qui avait une réputation vraiment internationale, très fort, très très bon. Et alors, Oscar a grandi dans une atmosphère un peu délurée, avec sa maman qui était complètement délurée, au point d'ailleurs qu'elle l'habillait en fille quand il était petit, dans l'Angleterre, donc, enfin, l'Irlande plutôt au départ, et puis, de l'époque, elle l'habillait en fille, voilà. Donc, enfin, c'était l'époque de l'Angleterre victorienne, vous imaginez un petit peu. Et donc, il est évident que par la suite, le jeune Oscar Wilde, qui était d'ailleurs un brillant élève au collège, etc., a été amené à se poser des tas de questions sur le genre et sur la transsexualité. Disons, peut-être ce mot à l'époque n'existait pas. Les transgenres, disons, enfin tout ça, le travestissement, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, ça a dû le travailler. Donc, même si, comme je disais précédemment, dans un autre dos, il a été un homme, bon voilà, il a vécu en dandy, certes, hein, très excentrique, mais enfin bon, un homme. Et on sait qu'il était homosexuel, bon, il a d'ailleurs été emprisonné pour ça, ce qui est quand même assez crapuleux, en Angleterre, hein, donc, sur dénonciation du père de son amant en plus, donc c'est une souffrance épouvantable, surtout pour un homme de la qualité d'Oscar Wilde. C'est hallucinant, il est mort très jeune en France, hein, à l'âge de 47 ans, je crois, 46 ans.
Donc, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Oscar Wilde a écrit un livre magnifique, un roman, comment dire, fantastique, qui s'appelle Le portrait de Dorian Gray. Et donc, alors, là, c'est extraordinaire, parce que le portrait de Dorian Gray, c'est vraiment un concentré, un résumé de tout ce que peut vivre une transsexuelle, comme phase différente dans sa transsexualité, avant d'en arriver à la transition. Alors d'abord, il y a la phase de la volonté de rester au stade où on a découvert son trouble, et où donc on est dans le refus de la puberté et de la masculinité. Je m'explique. C'est-à-dire que Dorian est un jeune dandy, Dorian Gray, qui est sur les conseils de Sir Henry. Donc, alors là aussi, c'est plein c'est une œuvre vraiment pleine d'arcanes et de trucs, c'est incroyable à comprendre. Sur les conseils de Sir Henry, donc on peut penser que, en fait, c'est sur le désir de séduire hein, un homme, le masculin, qui est un des piliers, peut-être chez certaines, de la transition, de la volonté de la transition. On découvre son trouble. Alors, et là, on tombe dans une sorte d'hédonisme terrible et on dit, ben, moi, je ne veux pas vieillir. Alors, Dorian Gray se fait faire un portrait par un artiste qui fait un portrait, lui, absolument stupéfiant, magnifique, de toute beauté. Et il commence à éprouver le désir que ce portrait vieillisse à sa place. Il veut rester jeune. Donc, alors là, il y a la volonté, moi, je dirais. Hein, alors, peut-être qu'on dira que ce que je raconte est complètement débile et complètement fou, et que je délire, j'en conviens, hein, des spécialistes le diront, bah oui, bah, j'ai le droit de dire des âneries aussi, hein, bon, je ne suis pas payé pour ça, rassurez-vous. Simplement, j'ai envie de partager ce que moi j'ai pensé en découvrant tout ça, et ce qui m'est venu à l'esprit, ça me regarde. Donc voilà, et Dorian Gray se fait faire ce portrait, puis il dit, mais je veux que ce portrait vieillisse à ma place, c'est-à-dire en fait, moi je l'interprète comme ça, je veux que mon image, l'image hein, qu'on a eue de nous-mêmes on a eu cette image, que ce soit mon image qui vieillisse, qui devienne masculine, mais pas moi au fond. Moi au fond, je veux rester le petit Dorian, impubère, et qui n'est pas encore l'homme, qui a encore sa voix d'enfant, qui n'a pas une voix qui a mué, qui n'a pas le désir masculin, les pulsions d'un homme adulte, qui n'a pas tout ça, qui n'a pas de barbe, et là, mon portrait, il va vieillir à ma place. C'est-à-dire, en fait, mon portrait, mon image va se masculiniser, va prendre de la barbe, du poil, de ci, de ça, les traits, les caractéristiques d'un homme mature, mais pas moi dans mon fort intérieur. Là, il y a cette dimension d'abord. Et on est passé par là, on est passé par là. Et ensuite, alors, Dorian Gray, il éprouve ce désir, donc, et puis, il tombe amoureux, il s'éprend d'une actrice, d'une comédienne de théâtre qui s'appelle Sibylle. C'est extraordinaire. Là, vraiment, alors là, c'est la projection de soi-même en femme. Et alors, parce que forcément, elle est comédienne, donc elle peut jouer tous les rôles féminins possibles. C'est tous les possibles du féminin, Sibylle. Donc ça, on est dans la projection de soi-même, quand on est dans la transsexualité, on se dit, quelle femme je serais. Et on les passe un peu tout en revue, on joue à ça, voilà. Et puis une comédienne, forcément, elle se, je ne vais pas dire elle se déguise, mais si, elle met des vêtements différents à chaque fois. Bon, elle a ça renvoie à toutes les expériences de travestissement hein, qu'on connaît dans la transsexualité. À l'époque, généralement, c'est à l'adolescence, voilà. Donc voilà. Et alors là, c'est génial ce qu'il fait... Oscar Wilde, c'est moi, pour bien décrire le malaise, il y a un moment où Dorian Gray, donc, se dit, ben, Sibylle est amoureuse de moi, c'est super, et au moment où elle est amoureuse de Dorian, elle n'arrive plus à jouer correctement. Et alors là, c'est la fusion entre les deux. Quand on arrive à faire la fusion entre son image telle qu'on l'imagine, on la projette en féminin, et nous-mêmes, l'image au féminin, forcément, elle n'a plus besoin de jouer et se déguiser. Et donc, on se trouve au pied du mur et il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est être soi et à faire la transition, à faire le pas d'aller voir le médecin et de faire la transition. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que Sibylle, elle n'arrive plus à jouer correctement, elle devient mauvaise au théâtre.
Et justement, à ce moment-là, Dorian dit à ses amis, bah, écoutez, un soir, on va aller voir Sibylle jouer, ça me ferait très plaisir que vous veniez avec moi. Et c'est une catastrophe. Et alors là, il y a la transphobie décrite par Oscar Wilde. C'est-à-dire qu'en fait, son héros, donc Dorian Gray, il est devenu donc un peu, il veut montrer à ses amis Sibylle, c'est-à-dire il va leur dire, ben voilà, venez me voir, en fait, moi je le vois, je l'interprète comme ça, venez me voir, je vais vous montrer qui je suis vraiment. Et alors il y a une telle angoisse, c'est un tel hédonisme terrible, alors un délire dans l'esthétisme, qui fait que ça va pas, et il n'y arrivera pas, et ses amis le découvrent, non pas comme il s'était lui imaginé, une super nana, on va dire, mais un travelot, c'est épouvantable, qui joue mal, qui n'est pas une femme, qui joue la femme mal, qui joue mal, et c'est la cata, et alors ça passe pas, il est très déçu. En fait, il est très déçu de lui-même en femme. Voilà, moi c'est comme ça que je le comprends. Et ça, on est toutes passées par ça, parce que c'est la transphobie intérieure. Ça, c'est ce que dépeint très bien Anne Gaëlle, une transsexuelle dans une émission de télé chez Morandino, quand elle dit, voilà, la transphobie intérieure, c'est ça, c'est-à-dire se dire, je ne serai pas capable, je ne serai pas bien, ça passera pas. Et sans vouloir du coup. Et là c'est ça, c'est-à-dire dans l'œuvre d'Oscar Wilde, dans le portrait de Dorian Gray, à ce moment précis où Dorian Gray rejette l'image de Sibylle, elle n'est pas bien, elle joue pas bien au théâtre, il y a ça, c'est la transphobie en fait, Oscar Wilde. Alors du coup, Dorian Gray se sépare de Sibylle et Sibylle se suicide de chagrin. Et il en a rien à foutre. C'est formidable. Et ça aussi, on le vit, moi je l'ai vécu, c'est le reniement, quand on est dans le reniement de soi, de sa féminité, de ce qu'on aime, ben voilà, on dit, bon, ben, ah tu veux disparaître, ben tant mieux, tiens, bon débarras, voilà, j'en ai rien à foutre, t'arrêteras de m'emmerder. Ben voilà, c'est ce qui se passe dans le portrait de Dorian Gray. Et alors en même temps, au moment où il fait ça, le portrait commence à vieillir, exactement comme il l'avait prévu. Il dit, moi, imaginé, rêvé. Alors le type, il est sur le cul, pardonnez-moi l'expression, et donc, voyons que le portrait se met à vieillir, et alors, il se dit, mais c'est dingue, il commence à vivre une vie où il va de débauche en débauche, et il va dans des bouges absolument épouvantables. Donc, moralité, pour finir, ayant refusé sa féminité, ayant détruit son image de trans qui aurait réussi une transition, donc Sibylle, il ne veut pas en entendre parler, ça passera, il n'a pas confiance en lui, ses amis n'accepteront jamais, voilà. Et s'étant rendu compte qu'il se dégrade et qu'il vieillit, de toute façon, non. En fait, qu'il se masculine, il devient de plus en plus masculin, il ne peut pas conserver sa jeunesse. Son image se dégrade, il se dégrade moralement. Et c'est exactement ce qui se passe dans une transition, dans ce qui précède une transition. C'est génial. Oscar Wilde, une vision, une façon de décrire la chose qui est extraordinaire. Et donc voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et donc on tombe en dépression, et donc on finit par se dégrader complètement, avoir une vie, parfois aller jusqu'au bout de la masculinité, dans ce qu'elle a de plus ignoble et de plus glauque, c'est-à-dire la fréquentation des bouges, des endroits mal famés, la nuit, l'alcool, etc. Ben voilà, la violence, voilà, on y est, et c'est fantastique. Et donc, pourquoi je vous raconte de ça? Parce que quand on est en phase de transition, quand on fait la transition et quand on en arrive à la THS, il faut bien avoir compris tout ça, et il faut bien avoir accepté la Sibylle qui est en nous, disons, voilà, pour arriver à la faire vivre. Et si on garde si les choses sont pas claires dans la tête, je pense que les traitements vont être d'autant plus durs à supporter du fait qu'il ne faut pas oublier que les hormones jouent aussi sur le moral, sur le psychisme. Et là, je m'explique.
Notre cerveau baigne dans des hormones, c'est comme ça, et donc dans les hormones sexuelles aussi, et ça influence beaucoup notre façon de voir les choses et de voir le monde. Moi, en ce qui me concerne, et moi, les traitements m'ont fait un bien extraordinaire. Là-dessus, j'ai rien à dire, et j'aurais jamais de mots pour exprimer à quel point ça a changé ma vie. Ça, en bien, voilà. Ça, ça a été vraiment une renaissance. Et en même temps, malgré les effets secondaires et autres, et en même temps, je comprends qu'on puisse faire des effets secondaires. Mais pour que ça soit ressenti, je pense, de façon positive, il faut quand même que le mental ait fait le travail qu'il faut pour permettre justement à cet nouvel environnement hormonal d'être bien ressenti. Et c'est mon point de vue. Et là, s'il y a des bugs, c'est pas grave, mais il faut essayer de comprendre pourquoi et à quel niveau ça se situe. Alors, il y a une autre chose, voilà, à laquelle j'arrive. Forcément, comme l'environnement hormonal est différent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend le traitement, on est parti pour un voyage au pays de Candy. Voilà. Alors, le pays de Candy, ce n'est plus le pays de Rambo. Alors, je m'explique. Et donc, il ne faut pas s'étonner si on a une façon de désirer qui est différente. Si on voit les choses beaucoup plus en douceur, si on a une affectivité qui évolue, qui change, si on a une approche des choses et finalement une approche de la vie, on va dire, sentimentale, affective, qui est différente. Et alors, si déjà on est porté à avoir une vision différente, bon ben voilà, là encore une fois, tout s'accorde, c'est le cas de le dire. Il faut que ça s'accorde, il ne faut pas s'être surprise du fait de ne plus avoir des envies de jouer les Rambo. Et il est évident qu'on rentre dans une phase dans laquelle on n'est plus dans la compétitivité à outrance, dans laquelle on n'est plus dans l'esprit de conquête des autres. Des conquêtes dans le sens de pouvoir. Et c'est très différent. On rentre dans une phase de séduction qui est très différente. Et ensuite, il n'y a pas l'idée de compétition ou de performance. L'idée de performance, c'est une culture très masculine, elle disparaît ou alors elle fait place à autre chose. Mais on ne peut pas être dans la performance et dans le pays de Candy. Ça ne va pas ensemble. Et s'il y a des bugs, c'est parce qu'à mon avis, on est resté dans la culture du pays de Rambo, tout en étant projeté par les traitements dans le pays de Candy. Et ça, alors bien sûr, ça n'a rien à voir après avec d'autres problèmes, hein, je vais y venir. Mais déjà pour qu'on sache que si forcément on a un désir qui s'exprime différemment, hein, puisque les hormones, forcément, ça modifie totalement le comportement, physiquement, je veux dire, c'est normal. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus normal. C'est tout à fait normal. Maintenant, il y a autre chose qu'on peut découvrir et qu'on a tout le loisir d'explorer et qui vraiment, à mon avis, vaut le détour et n'a rien à envier à ce qu'on a connu précédemment, loin de là. C'est vraiment... Bon, voilà, pour moi, c'est beaucoup mieux. Maintenant, après, on peut ne pas être d'accord. Ça, j'en conviens. On peut ne pas être d'accord. Et maintenant, il faut comprendre aussi une chose, c'est que forcément, il y a un moment où il faut aller jusqu'au bout des choses, et peut-être pour certaines, hein, je ne dis pas toutes, pour certaines, à passer à une autre étape que la THS. Parce que forcément, l'organe n'est plus adapté. Du fait de la THS et d'autres choses, l'organe n'est plus adapté. Mais ça peut ne pas être le cas. Hein, voilà. On est libre de vivre son désir et son corps comme on l'entend. Et il y a beaucoup de nuances entre la masculinité et la féminité. Ça, j'en conviens. Alors après, bon, partant de ça, le risque, évidemment, si on est confronté à des situations
où on doit être de nouveau dans la performance et dans une certaine masculinité dans le comportement, hein, suivez mon regard, c'est comme dans le film Orange Mécanique, c'est de vivre des situations comme Alex après l'application de la méthode Ludovico. Hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une bouffée d'angoisse absolument phénoménale, une envie de mourir, parce que forcément c'est la seule chose, la mort serait la seule chose qui délivrerait de ce sentiment d'angoisse absolument terrible, qui est insupportable, voyons. Donc voilà, et heureusement là aussi ça dure pas, bon, mais c'est quand même très désagréable comme expérience. Donc à partir du moment où on a décidé de vivre une autre sexualité, de la vivre autrement, de vivre sans désir autrement, et qu'en plus les hormones font qu'on se sent bien comme ça, faut pas aller à contre-courant. Cela en plus surgit le spectre absolument terrible pour toutes les trans, ça je sais, du retour en arrière. Donc, si on est dans le retour en arrière, par la force des choses, dans une situation donnée, il ne faut pas s'étonner d'être pas bien, de ne pas te sentir bien, d'avoir des angoisses. Et alors, cela dit, c'est vrai que c'est difficile en transition de trouver quelqu'un, je pense, de rencontrer quelqu'un qui puisse comprendre ces choses-là, qui puisse les comprendre. Et a priori, on serait tenté de penser qu'une autre trans peut les comprendre. Et moi, je vous assure, je vous le dis par expérience, qu'il n'en est rien. Et là aussi, il y a une chose qu'on fait qui n'est pas bonne, je pense, moi, c'est mon avis, c'est parfois de rester trop enfermé dans le transland. Parce que dans le transland, quand on est tout le temps dans le transland, on remue toujours les mêmes problèmes avec les mêmes personnes, sans trouver les solutions. Et donc, on est dans une espèce de brassage d'une souffrance anonyme, qui ne dit pas son nom, qui est invisible, et voilà, qui touche tout le monde, et on ne sait pas pourquoi, et dans une espèce de malaise. Et c'est pas vrai pour tout le monde, hein, bien sûr, heureusement, aussi dans le milieu trans, il y a des gens qui sont super, hein, qui peuvent faire partager leur expérience, et qui peuvent, qui ont un jugement très juste sur les choses, et qui peuvent donner de très bons conseils. Et il y en a d'autres qui peuvent être, moi je le sais par expérience, très négatifs et qui peuvent vraiment vous tirer par le bas. Pourquoi? C'est comme tout le monde, hein, c'est des personnes qui ont des problèmes, qui en ont peut-être plus que vous, qui ne voient peut-être pas les choses de la même façon, parce qu'on est très différentes l'une à l'autre, il y a des personnalités très différentes. Et ensuite, parce que résoudre le problème de la transidentité, c'est pas forcément résoudre tous les problèmes qu'on a personnels. Voilà. Donc, après, le problème de la solitude et le problème qui a aussi été évoqué ces derniers temps, et le problème du partage de sa vie avec quelqu'un en tant que trans, là, j'arrive à autre chose. Et on a l'impression, quand on est trans, on a un peu l'impression, moi la première, hein, c'est pas un secret, on a un peu l'impression qu'on a tous les malheurs du monde sur soi, plus facilement que les autres. Et alors en plus, si on se confine un peu dans le transland, ça augmente beaucoup, je pense, cette sensation, ce sentiment. Ça exacerbe ce sentiment d'être le centre de toutes les merdes, avoir l'impression que toutes les merdes vous tombent dessus. Mais en réalité, il faut bien voir quand même qu'il ne manque pas de misère dans le monde et qu'il faut relativiser. Et il y a des tas de femmes qui ont tout pour plaire, qui ont tout pour être heureuses, et qui sont mal, qui sont mal aimées, qui sont seules, qui souffrent de solitude. Il y a des mecs aussi, hein, qui sont vraiment des mecs bien, puis qui souffrent de solitude et qui souffrent de beaucoup de problèmes, d'entente avec les autres, de communication, de tout ce qu'on voudra. C'est un peu le mal du siècle. La solitude, il y a un mal-être et une solitude qui sont un peu les maux de notre société, qu'on le veuille ou non. Et ensuite, de toute façon, une difficulté à communiquer avec les autres pour déjà des gens qui n'ont pas la problématique trans. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner quand même de vivre ce type de difficulté. Mais à mon avis, si on fait le ménage, dans les ménages, si on arrive à démêler, et je sais que c'est pas facile, hein, moi je ne veux pas donner de leçons, hein, mais voilà, si on arrive à démêler les choses, toutes les choses qui nous sont arrivées, de tout ce qui est un peu tordu, bancal chez nous,
du fait de notre problème, et aussi du fait d'autres choses, hein, parce que malheureusement, il n'y a pas que celui-là, très souvent, on peut arriver à trouver une communication assez claire et assez saine avec des tas de gens. Et notamment avec des gens qui ne sont pas forcément de ce milieu, qui peuvent parfois plus nous aider que d'autres. Voilà. Bon. Parce qu'il y a aussi un truc, un danger dans le transland, c'est des gens qui vous pompent une énergie absolument considérable. Et en plus, ils ont très souvent l'immense culot de se présenter à vous comme des gens qui veulent vous aider. Ça ne s'invente pas. Et ça existe, il ne faut pas se le cacher. Bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de quelques questions importantes. Évidemment, de pas toutes les questions et de pas tous les. Je n'aurais pas eu le temps de faire le tour de tous les aspects de la chose et du problème. De toute façon, j'y reviendrai dans d'autres doses à ce moment-là. Mais je pense quand même que je vous ai donné mon avis et tiré de mon expérience personnelle sur la THS donc, et tout ce qui s'y trouve plus ou moins lié. Voilà. Et donc, il faut partir du principe que ne pouvons pas avoir les deux et tout avoir, à partir du moment où on est au pays de Candy et avec les effets secondaires qu'on sait. Il faut à ce moment-là envisager de vivre les choses autrement, établir une autre communication, si on n'est pas toute seule, voilà, si on vit en couple, etc. Et apprendre aussi à découvrir la nouveauté que nous apporte aussi la THS. Pas seulement les aspects négatifs, mais les aspects négatifs, il y en a, voilà, il ne faut pas les ignorer, il faut les connaître. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que quand on prend ces médications, qui sont quand même pas donc anodines, et donc on surveille de près, on fait des analyses pour savoir exactement où on en est, des bilans sanguins qui nous permettent de savoir si on arrive enfin à un taux d'hormones qui est celui d'une femme, donc avec beaucoup d'ostradiol et très très peu de testostérone, voilà, presque pas du tout. À ce moment-là, c'est bon de faire de l'exercice, de ne pas aussi se laisser dépérir. C'est bon d'avoir de toute façon une hygiène de vie, puis de faire de l'exercice physique, de la gym, sport. C'est très bon pour le moral, c'est très bon de toute façon pour la santé et pour préparer la suite. Et ça ne peut faire que du bien, et en tout cas, ça joue aussi sur le désir. C'est-à-dire que quand on fait de l'exercice, et qu'on se sent bien dans sa peau, qu'on a un bon rapport à son corps, un bon tonus, en général, ça joue aussi sur le psychisme et ça joue aussi sur le désir. Voilà. Je crois qu'avec ça, j'en ai terminé. J'ai fini sur ce DOS. Et je vous dis à bientôt pour un autre DOS. Ciao.